Chapitre 11. Les routes se succédaient en un mélange de bruit, de mouvements flous et d'anxiété grandissante. Des secteurs entiers semblaient s'être fracturés dans un état de confusion, malmenés à la fois par la férocité de la tempête et par une peur vulgaire qui ne cessait de croître. Les choses n'avaient jamais été tout à fait stables par ici. Il y avait toujours régné un air d'impermanence, celui d'un état transitoire. L'ordre s'y était imposé par la promesse d'un futur meilleur, plutôt que par les réalités de la vie dans la cité extérieure. Les gens y étaient toujours pauvres, toujours affamés, et il ne fallait pas beaucoup gratter sous cette surface pour révéler la peur en dessous. Tout se dégrade si vite, médita Candavir en regardant paresseusement à travers le hublot couvert de condensation. Leurs véhicules terrestres avaient foncé le long des artères de transit principales, entre les spires vides et les blocs d'habitation grouillants, en soulevant des gerbes de neige et en dérapant malgré leur chaîne. Dans le centre établi de la ville immense, sous l'ombre imparfaite du grand sénatorum imperialis, les choses étaient demeurées plus ou moins comme elles l'étaient. Mais aussitôt qu'ils furent plus loin, dans l'étendue suburbaine et la masse d'habitats branlants, le carcan se relâcha, et les habitants en savaient un peu plus sur ce qui était en train d'arriver au-delà de ces remparts à moitié achevés. L'Arbitesse était sortie en force. Même ses transports personnels grossiers et pesants glissaient sous les trompes violentes. Une poignée d'engins volants de maintien de l'ordre bataillaient pour tenir tête à la tempête, leurs projecteurs perçant l'obscurité en balayage fuyant. Certains éléments de la foule semblaient piétiner avec incertitude. Beaucoup se dirigeaient plus à l'intérieur, d'autres semblaient pourtant prendre le chemin des secteurs périphériques, enveloppés dans des tenues protectrices, leurs têtes masquées baissées pour faire face aux bourrasques. La façon dont tous avaient pu apprendre qu'il se passait quelque chose n'était pas claire. Cette manière qu'avaient les masses non éduquées de parvenir à sentir une odeur de panique dans l'air n'était jamais claire. Selon toute présomption, une tour de capteur à longue portée avait dû recevoir un signal, puis la transmission était passée par une ligne non protégée. Ou peut-être un subalterne mineur avait-il trop parlé, ou bien quelqu'un avait-il surpris ses propos. Ou peut-être même avait-il quitté sa station et couru dans le froid pour aller raconter ce qu'il avait vu. Les individus étaient en train de faire leur choix, ou leur choix était fait pour eux. Les soldats étaient tirés de leurs casernes et mobilisés en hâte vers les remparts. Les ouvriers renvoyés de leur poste de travail avec pour instruction de rester chez eux et de garder porte close. Les agents du maintien de la loi recevaient une double ration et des cellules de charge avant d'être expédiés en patrouille sans cérémonie avec l'ordre de garder sous contrôle la situation, quelle qu'elle pût bien être. Plus leur convoi approchait des portes, plus les conditions météorologiques empiraient. D'ici 20 minutes, ils auraient rejoint les routes d'approche principales du sud-ouest, sans doute encombrées de convoyeurs et de camions de fret bloqués sur l'asphalte à cause du mauvais temps. Candavir se détourna de la vue un instant avant que le copilote ne se penchât vers elle depuis la cabine. « Des signaux devant nous, haute seigneuresse, rapporta-t-il. Des équipes de sécurité se déploient pour couper l'accès. » « Compris, dit Candavir, impressionné que le palais fût en train d'être cloîtré si rapidement. Vous avez les coordonnées de l'itinéraire secondaire. Le copilote hocha la tête et retourna à ses obligations. Quelques secondes plus tard, le cortège de véhicules opéra un fort virage à gauche en quittant la voie de transit principale par une rue latérale étroite. Ils laissèrent derrière eux les rangées de lampadaires et se retrouvèrent bientôt à foncer par des passages non éclairés, encombrés par la neige molle. La vitesse et la hâte soudaine de partir lui firent revenir en tête tous ses précédents exodes non planifiés. Sa vie entière, lui semblait-il parfois, ne s'était déroulée qu'à fuir pêle-mêle d'un endroit à un autre, en essayant de conserver une longueur d'avance sur la vague de désordre. Pendant les quelques années, elle avait osé espérer que c'en serait fini, et que son poste élevé lui procurait une certaine mesure d'immunité contre l'instabilité. En vérité toutefois, elle avait toujours su que le tumulte reviendrait. L'empereur avait procuré à Terra une part de certitude, mais les pathologies d'antan étaient toujours tapies sous la surface, à attendre que le moment vînt pour elle de réémerger. Elle entendit les armes à projectiles monter contre le châssis en train de se charger, un claquement de munitions qui s'engageait dans les chambres de percussion. Et puis les sections de remparts orientales devinrent visibles, bien que brouillées à travers le vent violent. Il y avait moins de sources de lumière par ici, dans ce qui n'était qu'une jungle d'unités d'habitation à moitié achevées de construire, semées de quelques entrepôts occasionnels,
entre lesquels se déroulaient des câbles de raccordement que la neige recouvrait. « Confirmation des scans, haute seigneuresse », énonça le copilote calmement. « La route de sortie est gardée. »« Ils sont très méticuleux, » pointa Kandavir. « Mais je pense que nous avons ce qu'il faut pour pouvoir sortir. À vos ordres. » Le véhicule prit de la vitesse. Le terrain se dégagea un peu, alors que les blocs d'habitation refluaient pour révéler un désert de matériaux de construction et d'échafaudages porteurs immobiles. Au-devant de la muraille elle-même, le sol s'inclinait vivement, le lithobéton cédant place à la boue gelée non recouverte. Cette zone entière n'était encore qu'une ambition, un secteur industriel à l'état de plan, courant tout droit jusqu'à la courbure intérieure des remparts de l'Est. À l'heure qu'il était, ce n'était qu'un trou dans le sol, où les fondations des futurs spires n'étaient même qu'à moitié creusées. Des fondations si proches des murs signifiaient que ces derniers s'en trouvaient temporairement affaiblis. On avait par conséquent déclaré la zone interdite et posté des gardes afin de maintenir un cordon. Mais le dispositif ne visait vraiment qu'à bloquer l'accès à la population générale et pas à empêcher le passage d'une douzaine de transports blindés frappés de la livrée de la haute seigneuresse sur leur nez profilé. Kandavir se pencha en avant pour entrevoir le poste de contrôle se profiler. Des gardes de la ville se dépêchaient d'aller prendre position en haut des deux tours d'armes et une lourde barre était en train d'être abaissée devant ceux qui passaient pour le reste de la route. Des tirs de laser brillèrent au milieu du tourbillon nocturne et vinrent teinter contre les flancs des véhicules en les faisant osciller. « Pas de victimes si possible », transmit-elle sur la fréquence de commandement du groupe. « Faites-nous juste sortir proprement. » Toutes les situations avaient été anticipées et les escouades à bord des engins terrestres connaissaient leur rôle. Les canons à projectiles ouvrirent le feu en crachant leurs rafales de munitions solides vers les barricades devant eux. Les barrières de métal furent touchées, se tordirent et éclatèrent sous l'attaque, envoyant voler des éclats de plastacier dans la tempête. Sous ce tir concentré, les gardes prirent la fuite à toutes jambes, tête baissée, en glissant sur la boue perfide. Quelques secondes de plus, et les véhicules passèrent au travers, en enfonçant ce qu'il restait du cordon pour s'élancer par une longue rampe dans la direction des excavations. Un dédale d'échafaudage les enveloppa et défila autour d'eux dans le noir, avant de les laisser foncer entre les étayages des murs eux-mêmes, en rebondissant sur le sol inégal. Kandavir eut la brève impression perturbante de se retrouver enfoui vivante sous des tonnes et des tonnes de lithobéton et de métal. Mais ils se redressèrent alors, leur moteur montant en régime sur la pente de l'autre côté et fonçant dans la nuit. Elle regarda par-dessus son épaule tandis qu'ils émergeaient, en scrutant par l'étroite fenêtre arrière. Malmenée par les secousses, la ville semblait se balancer et tressauter. Ses contours étaient sombres, ouatés par le blizzard, étouffés derrière les nuages d'un vert d'échymose et le vent hurlant. Malgré toute sa grandeur imposante, elle lui parut alors fragile. Une citadelle hautaine, face à la colère élémentaire des pics anciens. Un jour, fallait-il présumer, la vision de l'empereur serait achevée et l'endroit serait aussi menaçant que les montagnes elles-mêmes. Mais pour l'heure, en cette nuit, il paraissait précaire et vulnérable. Même ses murailles étaient poreuses en tellement d'endroits. Il existait autant de portes informelles qu'il y en avait d'officielles. Cette situation n'était pas tenable. Ils continuèrent de rouler, en maintenant leur vitesse, en virant en direction du plateau et des nombreuses routes de transit qui s'étiraient vers le nord, le sud, l'est et l'ouest. « On nous barre la route », annonça le copilote en interrompant ses pensées. Kandavir activa le scanner frontal et vit le nombre de signaux s'accroître droit devant. La première pensée qui lui vint fut qu'elle devait se tromper. Il était impossible qu'il y en ait autant. Mais elle se rappela alors avec qui ces tractations avaient eu lieu et se reprocha un tel manque de foi. « Arrêtez-vous quand ils vous le demanderont, » dit-elle, en allant récupérer son passe-droit à l'intérieur de ses robes. Leur véhicule ralentit et finit par s'arrêter. L'air de la nuit s'emplit de lueurs en mouvement, de lumens à arc, de l'éclat de lampes torches montées sur des casques. Quelque chose de métallique frappa quelques coups contre le verre blindé, et Kandavir activa l'ouverture du verrou. Alors que la vitre s'abaissait en sifflant, des rafales de neige sale s'engouffrèrent dans la cabine, et la température chuta jusqu'à devenir mordante. Un casque fermé aux lentilles rondes comme des culs de bouteille et aux filtres respiratoires conséquents se profila hors de la tempête. Derrière celui-là,
étaient rassemblées les silhouettes de combattants en armure énergétique, toutes leurs armes braquées sur le hublot. « Vous devriez nous laisser passer », dit Kandavir en tendant aux soldats de tête ses lettres de créance. Un support d'identification de la taille d'un poing, où le sceau du Senatorum Imperialis était hologravé en surface. Le soldat prit le support et le brancha à son vérificateur. Quelques clics et claques plus tard, un mandat s'afficha en bipant sur la micro-lentille. Il fit signe à un des membres de son escouade qui s'en alla aimanter des émetteurs de sauf-conduit sur les capots des véhicules. « Sur la crête au sud-ouest », fit-il de sa voix raclante à travers le vox de sa grille. « Le groupe de commandement a dressé les étendards. Vous les verrez. » De là, ils conduisirent plus prudemment. L'espace devant eux était encombré et continuait de le devenir davantage. De gros transports de troupes arrivaient par la glace et venaient s'immobiliser là. Des blindés lourds les dépassaient pris de secousses ou poussaient laborieusement à travers les congères en accentuant les fumées qu'ils émettaient. Les fantassins étaient partout, avançant en pseudo-colonnes, tous dissimulés sous d'épaisses couches de protection contre leur environnement. Certaines de ces troupes étaient hétéroclites comme elles s'y étaient attendues. Des mercenaires, des soldats de fortune, des régiments bardés d'augmentiques. Des siècles de guerre avaient laissé une profusion de pauvres diables à enrôler en cas de besoin. La plupart, cependant, étaient des soldats réguliers, issus des régiments impériaux dont la loyauté aux idéaux fondateurs n'avait pas encore été érodée par la servitude. Il avait été difficile d'en rassembler autant sans éveiller les soupçons. Cela avait été la tâche la plus dure de toutes, et celle dont il fallait être fier. Plus personne ne les intercepta. Le convoi se glissa à travers la multitude qui se rassemblait en louvoyant entre les engins chenillés. Plus loin sur la gauche, où le terrain recommençait à descendre vers l'altitude du grand plateau, des marcheurs mécanisés hauts comme de petites unités d'habitation piétinaient dans le bourbier. Il se trouvait même parmi le mélange quelques chars antigraves, peinant à maintenir leur portance dans le maelstrom tourbillonnant sur leurs plaques de répulsion gémissantes. On ne pouvait pas rater le groupe de commandement. Des étendards avaient en effet été levés, des dizaines arborant tous le Raptor Imperialis sous ses différentes incarnations. D'autres emblèmes moindres remuaient et claquaient au vent autour de cette image, ceux d'une centaine de bataillons et d'escadrons, appartenant à ceux qui avaient été les architectes de l'unité tout autour du globe. Les véhicules les plus gros et les plus puissants étaient rangés le long du bord de la crête, y compris les profils rhomboïdes des grands monitors, avec leurs coques en blindage composite et leurs canons laser jumelés. Des coups de lance-flammes avaient été passés par-dessus le terrain pour réduire la neige à un écoulement d'eau et de saleté bouillie, et des trépieds de lumens portatifs inondaient la zone d'un éclat blanc et dur. « Pas trop près », ordonna Kandavir et le convoi s'arrêta. Elle enfila sa combinaison, un ensemble noir et hideux de protection contre le froid, puis se démena pour parvenir à sortir par la porte d'accès. L'ensemble la faisait paraître encore plus courtaude qu'à l'accoutumée, et lorsqu'elle traversa le bourbier en titubant, elle se rendit compte du spectacle ridicule qu'elle devait offrir comparé à cette armée de tueurs patentés. Sa garde personnelle arriva avec elle, mais en telle compagnie, même ses membres paraissaient diminuer. Une troupe de méca-soldats salua en la voyant approcher, et les escorta tout le long de l'élévation, plus loin que les bannières et les monitors à l'arrêt, jusqu'au point le plus haut de la crête. Elle vit les guerriers émerger de la neige qui soufflait, se tenir immobiles dans le noir. Pendant un moment, elle crut à des custodiens, bien que leur stature ne fût pas tout à fait la même et leurs armures pas de la même qualité. De plus près, elle put enfin voir les grandes différences. Les plaques étaient plus grossières, plus lourdes, avec plus de bronze que d'or. Une bonne partie d'entre elles étaient lourdement endommagées, et certaines avaient été remplacées individuellement par de l'acier façonné au marteau. Ils arboraient cependant toujours leur cimier rouge, et portaient toujours leur cape écarlate, le tout trempé sous la tempête glaciale. Ils étaient équipés de leurs anciennes armes, celles que les vidéos de propagande de l'unité montraient autrefois. Elle se rappelait en avoir vu les premiers montages à l'époque, il y avait des années, et avoir ri devant leur absurdité. Plus personne n'était en train de rire à présent. Ils paraissaient aussi sauvages qu'ils lui avaient toujours semblé, privés de leur ancienne chaîne de commandement, continuant de se battre par amertume, par orgueil blessé. Chacun de leurs gestes produisait un grincement de servomoteur mal entretenu, et l'on sentait l'odeur de leur chair qui s'atrophiait et empestait,
malgré la tempête qui les fouettait. Il ne leur restait pas longtemps à vivre, quelle que fût l'issue ici. Ils ne lui dirent pas un mot. Certains, se rendit-elle compte, avaient déjà sombré dans un état psychotique à l'approche du combat et œuvraient à garder le contrôle d'eux-mêmes. D'autres étaient simplement moroses ou fixés sur ce qui allait venir. La sensation de danger flottait autour d'eux comme un brouillard qui se perdait dans la nuit gelée. Leur conception avait toujours été pensée pour causer la terreur, et cette faculté au moins ne s'était pas érodée. Elle vit leur maître en dernier, comme il semblait juste. Lui-même était paré du meilleur de ce qu'il restait de leurs anciennes armures. Du bronze si sombre qu'on eût pu croire à du fer, orné de laque rouge sang et couvert d'honneurs de bataille. Son casque était chargé de lourds ornements, sa grille vox formant une grimace permanente. Valdor était plus grand, certes, mais il y avait quelque chose d'absolument brutal chez celui qu'elle avait devant elle. Une sorte d'agressivité amplifiée qu'il était difficile de regarder en face. « Seigneur Primarque Ushotan, dit-elle respectueusement, je suis heureuse d'enfin vous rencontrer. » Le guerrier tonnerre inclina son casque à crête. « Moi aussi, dit-il. » Sa voix était horrible. Un raclement corrodé poussait de force entre des cordes vocales usées et étranglées par une unité vox endommagée. Il demeurait tout juste maître de lui-même, tout juste saint d'esprit. « Je me demandais si vous auriez le cran de mener tout ça à terme. Content de vous avoir fait confiance. » Il fallait que je sois sûr, dit Kandavir en ayant l'impression de présenter les mêmes excuses à tous ceux qu'elle rencontrait. Je n'ai jamais voulu que les choses en arrivent là. Personne ne voulait ça. Je souhaite vous rappeler certaines choses. Pas plus de sang versé qu'il n'est nécessaire. Pas d'anarchie. Nous visons à restaurer, pas à détruire. Ushotan se rapprocha. Son casque était couvert de givre autour des évents de son système respirateur. Elle se rappela comment Valdor le lui avait décrit à Molansen, à l'extrémité du monde. Je me suis dit qu'il m'évoquait le spectre de tous les meurtres de jadis. Nous n'avons jamais rompu nos serments, grogna-t-il. Pourquoi croyez-vous que nous le ferons maintenant ? Il était difficile de ne pas être intimidé par celui-là, et elle avait pourtant passé sa vie à tenir tête à des individus comparables. Tous ces combattants, tous ces hommes, géno-améliorés ou non, ne voyaient en elle qu'un spécimen de la faiblesse physique. Et pourtant, elle se trouvait ici, à tenir son terrain, à donner des ordres. Il y avait du progrès. « Je vous prends au mot, Primarque, » dit-elle fermement. « Soyez fidèle à votre promesse, et la cité sera à vous dès cette nuit. » Ophar avait été convaincu dès le début. Il était déjà tout à fait alors que l'épreuve était encore mince et les circonstances troubles, et était demeuré sûr une fois que les facteurs corroborants avaient commencé à s'additionner. Il avait fallu plus longtemps à Uoma pour être persuadé, mais à dire vrai, il lui avait toujours fallu plus longtemps que nécessaire pour arrêter son opinion sur une chose. Les gens envisageaient Kandavir comme une personne impulsive, audacieuse et susceptible. Tout cela était vrai, mais seulement une partie du temps. Son ascension d'un statut aussi bas jusqu'à l'une des plus hautes fonctions de Terra l'avait rendu sensible aux offenses de ceux pour qui l'accession au pouvoir avait été facile, et cela l'avait mené à quelques coups de sang occasionnels issus de son ego blessé. En vérité cependant, la petite fille qui s'était plongée à corps perdu dans le savoir il y avait de cela tant d'années n'avait pas beaucoup changé, celle qui aurait voulu rester dans l'enceinte du domaine de son père alors même qu'il devenait clair que la fin était proche. Kandavir prenait son temps. Avant d'agir, elle voulait que tous les faits eussent été étalés devant elle. Il avait donc fallu du temps à la haute seigneuresse pour être convaincue que les prétentions de souveraineté civile promises par l'Imperium étaient creuses, et que l'appareil légal du Sénatorum n'était simplement qu'une enveloppe molle conçue pour masquer l'action de ses soldats. Il lui avait fallu du temps pour concevoir que l'empereur pût être soit victime d'une tromperie, soit cynique, et qu'une grande partie de la rhétorique de l'unité n'avait jamais été que superficielle. Peut-être que tous les ors et la splendeur de cet endroit l'avaient ébloui. Ophar ne s'y était jamais laissé prendre. Il comprenait pourquoi les custodiens avaient l'apparence qui était la leur. En dissimulant des assassins dans des armures dignes des dieux,
Ils seraient vénérés même au moment où leur lame se dressait. Ophar avait traversé les heures les plus sombres, avait été témoin d'atrocités des montagnes jusqu'aux côtes et savait reconnaître des meurtriers. Peu importait leur tenue, ni avec quelle politesse ils s'exprimaient, les combattants de Val-d'Or avaient été conçus pour tuer et tuer encore. Ils ne remplissaient pas d'autres fonctions. Les émotions leur avaient été enlevées, remplacées par un horrible sang-froid qui confinait à la réaction mécanique. Ils étaient des diables. Ils étaient les produits d'une époque de cauchemar. Et peut-être aurait-il pu tolérer cela si Ararat n'avait jamais eu lieu. Les Légions Tonnerre avaient été la figure de proue de cette croisade, l'image de la puissance consolidée de l'empereur. Les enfants jouaient à se déguiser en reproduisant leurs lourdes armures de plaques et faisaient semblant d'affronter des sorciers génétiques ou des marcheurs mutants. Les adultes faisaient don de leurs dîmes aux Kataijis en joignant à leurs notes de crédit des messages de remerciement et d'admiration. Lorsqu'étaient évoquées les armées de l'empereur, c'étaient en réalité les guerriers tonnerres auxquels tous rendaient louange. Cela avait dû être contrariant, même pour une âme aussi sèche que celle de Val-d'Or. Peut-être fallait-il y voir la motivation derrière tout ça, de la jalousie, sans rien de plus extraordinaire. Candavir croyait la Legio Custode au-dessus de telles considérations, et en cela, Ophar devait admettre qu'elle avait probablement raison. Il y avait toutefois d'autres motivations possibles, les problèmes bien connus de stabilité génétique, les furieux conflits d'influence et de prestige entre les différentes légions tonnerres qui affaiblissaient leur voix d'ensemble. La soif de pouvoir pure et simple. Lorsqu'on l'avait pressé sur le sujet, Ophar avait toujours considéré cette dernière raison comme la plus probable. La planète était en bonne voie d'être entièrement conquise. Le globe regorgeait d'hommes et de femmes en armes, dont la paix allait bientôt rendre les fonctions obsolètes. Il n'y aurait pas la place pour de légionnes, la Kataijis et la Custode, et Val-d'Or était suffisamment impitoyable pour s'assurer que l'engeance qui survivrait serait la sienne. Si de telles questions interordres avaient pu être tranchées à travers les mécanismes de la politique et de la diplomatie, peut-être une telle lutte intestine n'aurait-elle été que juste. Il n'était pas du ressort de la prévote maréchale de se préoccuper de qui pouvait bien avoir la faveur de l'empereur d'une semaine à l'autre, et les corps militaires avaient toujours, dans le sens le plus strict, dépassé son domaine de compétence. Mais un massacre à grande échelle était une question différente. Ophar avait entendu toutes les rumeurs, à la fois celles qui circulaient dans les couloirs des citadelles des hauts-seigneurs et celles parvenues jusqu'à ses oreilles par son réseau d'informateurs à l'échelle planétaire. Exterminer une branche entière des forces armées impériales en une seule manœuvre sauvage, sans en avoir référé au Conseil ou à quelques autres autorités civiles, n'était pas l'action d'un État éclairé. Il s'agissait d'un acte digne des petits seigneurs de guerre, et cela plaçait l'Impérium dans la même catégorie que la Confédération du Prêtre-Roi, que les anciens technobandits d'Afrique, et tout le reste. Peut-être l'empereur l'avait-il entériné, peut-être pas. Quelle que fût la vérité, il fallait adopter une position ferme. L'ambition de Val-d'Or devait être réprimée, et qui plus était, réprimée par la véritable puissance sur laquelle s'appuyait l'Alex. En ce qui concernait les hauts seigneurs, l'existence des guerriers tonnerres n'avait jamais été effacée par décision statutaire. Ainsi constituait-il toujours l'avant-garde chargée d'appliquer la paix de l'empereur. Telle était la base légale de cette entreprise tout entière, et la seule chose qui avait fini par convaincre Candavir d'agir. Tout ce qu'elle avait exigé ensuite était qu'il devait être certain. Durant les derniers jours, cela n'avait plus signifié qu'une seule chose. Val-d'Or devait passer aux aveux. Ce but à atteindre avait toujours été impossible. Ophar avait passé assez de temps à traquer les mouvements des custodiens au sein du palais et à suivre la trace des importations d'armement pour comprendre que ceux-ci se préparaient déjà à s'accrocher à ce qu'ils avaient. Les custodiens savaient que des répercussions se profilaient pour eux et avaient repositionné leurs forces depuis des jours, bien que de façon qui souvent l'avait interloqué. Maintenant que les dés étaient jetés et que l'armée péniblement rassemblée aux ordres du Shotan se tenait aux portes du palais, il lui fallait voir par lui-même comment ils allaient réagir.
Un homme coupable se trahissait toujours une fois face aux outils de son jugement, et les choses n'allaient pas être différentes ici, même s'ils étaient à la fois davantage et moins que des simples hommes. Aussi remontait-il le trajet qu'il avait emprunté au cours des mois écoulés pour retourner à la redoute occidentale d'où il pouvait observer les préparatifs au cœur de la ville. Les routes étaient encombrées de soldats en train de monter, tous dépêchés en hâte vers les murs par des commandants affolés. Ushotan ne s'était pas spécialement donné la peine de préserver le secret sur son approche, mais avait fait mouvement rapidement une fois qu'il en avait reçu l'ordre. Et le palais lui-même était devenu complaisant, un repère de gens convaincus que les guerres étaient pour l'essentiel terminées. Sachant ce qu'il savait à propos des effectifs impliqués, Ophar avait du mal à croire que les troupes de défense permanentes puissent sérieusement espérer maintenir une telle armée au dehors pendant longtemps. Les custodiens en eux-mêmes étaient si peu nombreux, tellement accaparés d'une façon déconcertante par leurs obligations dans les profondeurs intérieures du Sénatorum, plutôt que là où il s'était attendu qu'ils soient. Occupés à tenir les remparts, à maintenir leur veille éternelle pour laquelle ils étaient universellement réputés. Sûrement allaient-ils réémerger maintenant que les loups salivaient à leurs portes. Ils n'avaient aucune raison de rester en sous-sol à l'heure où les murailles déjà poreuses étaient sur le point d'être submergées. Il fallait qu'ils sortent, et qu'ils exhibent tout cet équipement qu'ils avaient soigneusement accumulé. Il ne servait plus à rien de le maintenir caché. Il atteignit son emplacement favori, celui d'où il disposait d'une vue sans obstacle sur la masse du Sénatorum. Il s'accroupit, arrangea ses membres maladroits contre le parapet gelé et alluma son lecteur augmentique soigneusement réglé. Pendant un instant, ce qu'il perçut se résuma au flou gris-blanc des bourrasques de neige. Puis, le capteur de distance commença à accrocher des volumes solides et lui composa un diagramme de pseudo-couleurs. Il scanna au travers de la tempête, en quête de signatures thermiques individuelles de custodiens. Pendant longtemps, il n'obtint que des centaines de faux positifs, les lectures projetées par des troupes non améliorées se déplaçant dans le labyrinthe de bâtiments interconnectés. 1 heure s'écoula, puis une autre. Il n'avait pas relevé une seule signature. Il ne sortait pas. C'était insensé. Le dernier primarque vivant d'une légion tonnerre se tenait aux portes du palais, et les gardiens de la ville impériale ne bougeaient pas. Sans eux, il n'y aurait même pas de combat. L'affaire entière serait conclue avant que le soleil ne fût levé. Il fit le tour des canaux d'identification de son augure, pris du sentiment angoissant que quelque chose n'allait pas quelque part. À cet instant précis, les portions supérieures de la masse du Sénatorum furent secouées d'explosions qui coururent en une vague ondulante tout le long des parapets supérieurs. Il vit des corps se mettre en mouvement, pas des custodiens mais des fantassins, portant la livrée bleu sombre d'un régiment de l'armée impériale. Reconnaissant à moitié les symboles, il interrogea le fond de données de son augure. Il s'agissait de Castellan exemplaires, et il se dirigeait vers l'intérieur, pas vers l'extérieur. D'autres explosions éclatèrent sur les murs frappés par la neige, craquelèrent les plaques d'adamantium, soufflèrent les tuiles de galeries couvertes. Ophar se remit sur ses pieds, en grelottant sous sa cape protectrice. Il regarda par-dessus son épaule brièvement, au sud, vers la grande arche de la porte aux lions que des faisceaux de projecteurs tournoyants éclairaient déjà vivement par derrière. Puis ses yeux revinrent vers le Sénatorum que lui dissimulait maintenant le voile de fumée grandissant. « Nous nous sommes trompés », comprit-il, en sentant son cœur se soulever. « Par tous les dieux de l'ancien foyer, nous nous sommes complètement trompés. »